Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour l'heure du crime ce soir en direct sur RTL. Et ce soir à la une, c'est une histoire terrible, le calvaire d'une jeune femme de 22 ans, Stéphanie Juzac. Le 30 janvier 1998, à la sortie d'une discothèque d'Aix-en-Provence vers 5 heures du matin, elle décide de faire du stop pour rentrer chez elle. Et elle monte à bord d'une voiture qui est occupée par plusieurs routards polonais. Elle est conduite de force dans un squat près du Vieux-Port à Marseille. Et là, elle est violée et martyrisée par une demi-douzaine de ces marginaux pendant 48 heures. C'est l'aveu, 6 mois plus tard, d'un homme impliqué dans une rixe mortelle entre squatteurs d'un local du Vieux-Port qui amènera les policiers de la brigade criminelle de Marseille à découvrir le corps de Stéphanie Juzac. Et là, c'est l'horreur. Le corps est dissimulé dans une armoire métallique remplie de béton, un crime hors du commun que la presse appellera bientôt l'affaire du sarcophage. L'homme qui a révélé ces faits ignobles avait été témoin des violences inimaginables subies par cette jeune femme donc d'à peine 22 ans et lui-même ne s'en était pas remis. Le 6 décembre 2002, 3 de ces marginaux d'origine polonaise seront condamnés définitivement à perpétuité par la cour d'assises du Var avec une peine de sûreté de 22 ans pour les viols et l'assassinat de Stéphanie Juzac. 2 autres complices seront condamnés par un tribunal polonais en Pologne donc, à 35 et 40 ans de prison. Mais l'affaire n'est pas terminée, on y reviendra en détail dans un instant. En tout cas, il faut savoir que cette affaire hors norme a marqué à tout jamais Christian Sainte, le policier qui dirigeait la brigade criminelle de Marseille à l'époque des faits. Cette histoire a également marqué, comme vous allez l'entendre ce soir, le chef du service police-justice du journal La Provence, Denis Trocero. Ils sont ce soir les invités de l'heure du crime et on les retrouve dans un instant. Voici donc cette nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque soir par Justine Vignot avec Amandine Lemaire. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et à la une ce soir, j'en disais quelques mots il y a un instant, une affaire vraiment terrible, l'affaire du sarcophage, le véritable martyre subi en 1998 en pleine ville de Marseille par une jeune femme qui avait été enlevée à la sortie d'une discothèque par une bande de marginaux qui l'avait ensuite séquestrée dans un squat près du Vieux-Port. Et nous allons revenir ce soir sur l'enquête, bien sûr, qui a mené la brigade criminelle de Marseille à découvrir cette horreur, le corps d'une femme d'à peine 22 ans coulé dans du béton à l'intérieur d'une armoire métallique dans cet immeuble désaffecté près du Vieux-Port de Marseille. Un crime qui aurait pu, disons-le au passage, être un crime parfait si un témoin pris par le remords n'avait pas fini par parler. Alors pour évoquer cette affaire qui a marqué les 2 invités de l'heure du crime ce soir, eh bien nous avons en ligne Christian Sainte. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jacques Pradel. Oui, vous êtes l'actuel patron de la police judiciaire de Paris. Alors, c'est plus le quai des Orfèvres, mais c'est le 36 quand même, rue du Bastion, je crois. On a gardé l'adresse. Voilà, vous avez gardé l'adresse, mais c'est à Levallois. Hein, bon. Oui, à la porte de Clichy, précisément. Bon. Et donc, à l'époque que nous allons évoquer, vous dirigiez la brigade criminelle de la PJ de Marseille, et vous avez raconté cette affaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte, en fait. Vous l'avez raconté et en disant que elle vous avait profondément marqué parce que c'est un crime hors du commun. Vous l'avez évoqué dans un livre signé Jean-Marie Ponto, l'affaire de leur vie, paru aux éditions Talendier, et au chapitre l'affaire du sarcophage. Eh bien, vous racontez cette affaire que vous n'oublierez jamais. Je reviens à vous dans un tout petit instant, le temps de saluer la présence parmi nous de Denis Trocero. Bonsoir Denis. Bonsoir Jacques, bonsoir.
journaliste et chef du service police-justice au journal La Provence, et vous avez suivi, on peut le dire, l'ensemble de cette affaire qui va s'étaler sur plusieurs mois, depuis la disparition mystérieuse de cette jeune femme le 30 janvier à la porte d'une discothèque d'Aix-en-Provence, jusqu'au procès dont nous parlerons, parce que il n'est pas inutile de le rappeler tout de suite, 6 des auteurs, en tout cas peut-être 7 d'ailleurs, mais je parle sous votre contrôle à tous les deux. 3 ont été condamnés à perpétuité en France, 2 autres dans un premier temps en Pologne à 35 et 40 ans de prison, et puis il y a eu un autre procès qui a permis de révéler la présence d'un 6e marginal, et il y en a eu donc, vous confirmez, Denis Trocero, un 7e ensuite. Oui, il y en a un 7e qui est mort d'ailleurs lors d'une rixe, et je crois qu'il y en a même sous le contrôle du commissaire Sen, je crois qu'il y en a même 2 qui n'ont jamais été identifiés. Ouais. Donc en fait, ils seraient à peu près 9 ou 10 à avoir participé au fait. Alors, je vais revenir à vous dans quelques minutes, parce que il faut dire que c'est une enquête qui avait commencé évidemment dans la région d'Aix-en-Provence, une enquête qui a commencé avec la gendarmerie, une section de recherche de gendarmes qui a fait un boulot d'ailleurs considérable, mais malheureusement sans succès. Et puis là, on va en venir à l'histoire que vous racontez, Christian Sainte, dans le livre L'affaire de leur vie, en juillet, c'est-à-dire 6 mois après la disparition de cette jeune femme. On vous avertit à la PJ de Marseille d'une affaire qui, j'allais dire, il n'y a pas d'affaire banale quand il y a la mort d'un homme, mais enfin, c'est quelque chose qui ne se présente pas comme une affaire extraordinaire, une rixe entre des SDF polonais, je crois, près de la mairie de Marseille, et l'un d'eux avait été battu à mort. Donc c'est une affaire plutôt classique, en fait, pour vous. Mais vous avez raison de le souligner, en fait, juste pour remettre les choses un peu en perspective. Quand Jean-Marie Ponto me demande si une affaire a pu marquer effectivement ma carrière, qui commence à être un petit peu longue maintenant, les affaires d'homicide et qui touchent directement aux personnes sont forcément celles qui marquent le plus la carrière d'un policier, quand bien même il a de l'expérience et qu'il a quelques années derrière lui sur ces sujets-là. Voilà, donc effectivement, cette affaire-là m'est venue rapidement à l'esprit parce que on a tous été marqués, je pense pouvoir le dire ainsi, par ce dossier qui concernait une jeune fille qui n'aurait jamais dû sans doute mourir, évidemment, et subir ce qu'elle a subi. Et ça, on ne l'oublie pas, y compris quelques années plus tard. Alors effectivement, nous, notre enquête, elle démarre d'une affaire somme toute assez banale, qui est une rixe entre SDF dans le centre-ville de Marseille, mais j'ai envie de dire, on a ce genre d'affaires de manière assez régulière, des coups de bouteille, des coups de couteau qui partent, la découverte d'un corps, et puis finalement une violence sur fond d'alcoolisme dans des milieux qui sont quand même assez durs, qui est le milieu de la rue. Voilà, donc c'est un dossier somme toute assez simple au départ, qui est traité par les équipes dont j'ai la responsabilité. Voilà. Et puis alors, il se trouve que cette affaire de Rix va déboucher sur un énorme rebondissement, pour une affaire d'ailleurs, je pense que vous ne deviez même pas connaître, peut-être à la PJ de Marseille, dans la mesure où ça s'était passé à Aix-en-Provence, et que voilà, il y avait une enquête de gendarmerie qui était en cours depuis plusieurs mois. Mais à l'occasion de ce drame, un SDF polonais qui était un copain en fait de la victime va faire des révélations que vous allez considérer d'ailleurs au départ comme incroyables. Si vous voulez, en fait, nous, on solutionne cette première affaire de Rix qui, somme toute, pour nous, est réglée. Et c'est à l'occasion de la garde à vue de l'auteur, effectivement, que celui-ci, en quelque sorte, veut soulager sa conscience. Manifestement, il a des choses à déclarer, et spontanément, il livre aux enquêteurs et au chef de groupe qui a le dossier des éléments qui les mettent sur la piste d'une autre affaire qui cette fois est marseillaise, qui est marseillaise pour nous au départ, mais qui surtout conduit à dire il s'est passé quelque chose de grave sur le Vieux-Port, dans un squat, et une jeune fille a été violée, tuée, et vous pouvez trouver le corps dans un squat qui est actuellement toujours sur le Vieux-Port. Voilà, c'est comme ça que les choses démarrent en ce qui les concerne.
Voilà, et évidemment, vous allez vous attacher évidemment avec la crime de Marseille, d'abord à vérifier les déclarations de cet homme. On va y revenir ensemble tout à l'heure, et vous allez chercher où peut bien se trouver ce fameux squat. Et y a-t-il eu effectivement des témoins? Est-ce que est-ce qu'il y a une trace de ces horreurs? Parce qu'il vous dit, cet homme, que cette jeune fille a été violée, séquestrée pendant plusieurs jours, et que ça s'est passé devant plusieurs témoins, et que lui-même n'a jamais oublié cela, et que ça le mine, quoi. C'est en quelque sorte depuis tout ce temps-là, hein, c'est ça. C'est le remords. C'est bien quoi, ça. C'est un squat qui est occupé par des compatriotes, hein, j'ai envie de le dire de cette manière-là, majoritairement, où ça rentre et ça ressort. Et effectivement, il nous explique avec des détails des séances de torture, de viol qui sont extrêmement dures, une séquestration qui est effectivement dure aussi dans le temps, et forcément tel qu'il rapporte les choses, au départ on reste assez incrédule, vous voyez. Et la première démarche policière consiste à évidemment se rendre sur place, et pour nous c'est quelque part le départ de l'enquête avec les premiers actes de vérification dans un ancien établissement d'une société d'assainissement des eaux. Voilà. Et évidemment, vous faites une recherche dans les signalements de disparition, et vous allez constater qu'effectivement une jeune femme de 21 ans ou 22 ans presque, Stéphanie Jonzac, donc s'est volatilisée au retour d'une soirée en boîte de nuit à Aix, et qu'elle n'a plus donné signe de vie depuis 6 mois. On retrouvera Christian Sainte, qui était à l'époque le patron de la brigade criminelle de Marseille, qui nous parlera de la découverte horrible que les hommes de la crime ont faite en retrouvant, en localisant l'endroit où cette horreur s'était passée. Mais il faut noter tout de suite, Denis Trocero, que l'affaire aurait pu être, en fait, l'affaire du sarcophage, si on n'avait pas découvert le sarcophage, c'est-à-dire le corps de cette jeune femme coulé dans le béton, dissimulé dans une armoire métallique à quelques pas du vieux port de Marseille. Ça aurait pu être un crime parfait, parce que ça fait 6 mois que la gendarmerie de la région d'Aix-en-Provence essayait de comprendre ce qui avait pu se passer le 30 janvier 1998. Exactement, Jacques, exactement. En fait, ça part sur effectivement sur la disparition de Stéphanie Jonzac, qui est une jeune fille de 22 ans qui exerce le métier de serveuse dans un restaurant de plan de campagne. C'est juste à mi-chemin entre Marseille et Aix-en-Provence. Et l'enquête va déterminer. On sait qu'en fait, le dernier appel qu'elle a passé, elle le passe à 5h53. Elle est allée en boîte de nuit dans une discothèque aixoise très connue, le Richel. Et souvent, elle a l'habitude, avec des copines, elle a souvent l'habitude le matin, au petit matin, d'appeler son copain qui parfois est venu la chercher. Et puis ce jour-là, à 5h53, elle va le passer un coup de fil à ce jeune Christophe. Et il va rien faire, il vient pas la chercher. Hein. Plus tard, il racontera aux assises qu'il a pensé depuis cette date tous les jours qu'il aurait pu sauver la vie de Stéphanie, mais non. Je pense qu'il doit vivre avec le poids de la culpabilité. Il l'a raconté plus tard aux assises. Tous les jours, j'y pense, Monsieur le Président, dira-t-il au président Calmette, qui a jugé l'affaire aux assises. Voilà. Et donc là, on saura petit à petit qu'elle est montée dans une voiture, qu'il y avait des Polonais, qu'elle a été conduite vers le centre-ville de Marseille, mais jusqu'au 7 juillet 98, et la découverte qu'évoquait tout à l'heure le commissaire Sainte, on ne saura pas vraiment ce qu'elle est devenue. Et pourtant, l'enquête de la gendarmerie, moi j'ai relu à peu près tous les papiers, les dossiers sur cette affaire. L'enquête a été une enquête hors norme également, d'ailleurs. Les gendarmes se sont attachés à retrouver quasiment toutes les personnes qui étaient dans la boîte de nuit ce soir-là. Ils ont interrogé évidemment le personnel, le patron des lieux, tout l'environnement proche des proches de Stéphanie a été également évidemment interrogé. On a fait de la téléphonie pour essayer de voir si on pouvait pas localiser l'endroit, parce que quand elle passe ce coup de fil à son petit ami, elle est déjà sur Marseille ou elle est encore à la porte de la discothèque? Non, elle est encore sur Aix-en-Provence, donc
Elle veut qu'ils viennent la chercher là-bas sur place, quoi. Donc il y a eu un coup de dé du destin incroyable. Là. Donc ouais. Et alors malgré l'importance des moyens mis en œuvre par la gendarmerie, ça ne donne pas grand-chose. L'enquête ne subit pas de tournant important, parce que les pistes évidemment elles sont pas très nombreuses pour les gendarmes. Les gendarmes, dans ce type de dossier, ils ne négligent, la PJ fait pareil, ils ne négligent aucune piste, c'est-à-dire que ils vont analyser la piste privée, la piste d'un enlèvement, la piste même éventuellement d'une fugue d'une jeune fille de cet âge, 22 ans, parce que ça existe aussi, mais ils ne vont absolument rien retrouver, quoi. Donc. Et alors, évidemment, la famille de Stéphanie est dévastée par cette disparition. Le père de Stéphanie va lui-même mener, en quelque sorte, sa propre enquête, d'après ce que j'ai lu dans la... Oui, parce que Stanislas Juzac, c'est l'ironie de l'histoire, le père est un gendarme à la retraite qui exerçait dans le Loiret, et à ce moment-là, il est venu ici vivre dans la région d'Aix-en-Provence. Et sa fille l'a rejoint. Donc vous imaginez les efforts quand dans un premier temps déployaient les gendarmes aixois, sachant que peut-être il y avait une motivation supplémentaire, c'était que le père de la victime était aussi l'un des leurs. Et Stanislas Juzac va être animé de l'envie irrépressible de trouver, quoi. C'est l'ultime enjeu de sa vie, quoi. Cette fille qui était magnifique, qui était jolie comme un cœur, c'est incroyable. Oui, alors il va y avoir, on va placarder des avis de recherche. Il va faire, alors il va aussi même enquêter à Marseille. Hein. Il y a rien pourtant. Enfin, elle habitait du côté de Marseille, parce que ça, je ne sais pas. Oui, je crois qu'elle habitait du côté de Marseille. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas eu de, vous confirmez, il n'y a pas eu de témoin. Personne l'a vu. On l'a vu monter dans cette voiture, même pas. Non, je crois pas. Non, ouais. Donc, personne. En fait, je pense que dans le scénario policier, ensuite, c'est qu'elle monte dans la voiture, elle est prise en stop et elle pourra plus rien faire. Au début, ils vont commencer à rire, ils vont la mettre un peu à l'aise et puis ils vont la mener dans ce squat immonde, très très proche du centre-ville, hein, très proche du théâtre de la Criée, qui est un site très très connu à Marseille. Mais ce lieu était relativement peu connu et très isolé. Et là, en fait, va se dessiner petit à petit un véritable huis clos avec ces Polonais. Ouais, qui vont la maltraiter, évidemment, la violer à plusieurs reprises, mais la torturer également. Enfin, on va pas donner trop de détails parce que c'est vrai que vraiment, on est dans l'innommable là, quoi. Oui, on est vraiment dans l'innommable parce qu'ils vont la violer tour à tour. Enfin, ça va durer une semaine. Il y a même un trou de serrure à travers lequel chacun des Polonais va regarder, va assister aux scènes. Et je peux vous dire que le 7 juillet, quand je sais pas si le commissaire se souvient de ça, mais il était de permanence et moi aussi, et il venait de découvrir le corps de la jeune fille. Et je me souviens du visage de Monsieur Sand qui était vraiment décomposé. Et moi aussi, ça a été une des affaires qui m'a énormément marqué. Je l'ai évoqué dans un bouquin que j'ai fait en 2012 qui s'appelle Sans crime à Marseille. Je l'avais classé parmi les affaires les plus sordines que la PJ ait eu à connaître. Encore un mot, Denis Trocero, avant de revenir plus tard. On va vous retrouver parce que vous avez suivi toute l'affaire, y compris évidemment les procès, hein, puisqu'il y a un premier procès, il y a un appel, etc. Et puis il y a tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de l'enquête de la crime de Marseille, qui va être également d'ailleurs très complète. C'est une affaire qui a eu un énorme retentissement dans la région. J'imagine que vos lecteurs de la Provence ont été aussi stupéfaits finalement que les enquêteurs et les journalistes.
Oui, je vous dis, c'est une des affaires qui a le plus marqué. Les hasards de l'actualité ont fait que très peu de temps après, je crois que c'était 2 ans après, il y a eu une autre affaire avec un légionnaire biélorusse qui avait enlevé toute une famille au rond-point du Prado, dans les beaux quartiers de Marseille, pour aller ensuite violer toute la famille et les tuer dans une clairière du côté de Saint-Maximin. Mais moi, en 30 ans de chronique judiciaire, ce sont 2 affaires distantes de 2 ans et qui m'ont profondément marqué, quoi. Les procès d'assises ont été terribles, quoi. J'avais écrit, je crois que c'était la tournante de l'horreur, c'est l'affaire Stéphanie Juzac, à l'heure où les tournantes n'existaient pas encore vraiment, quoi. Ouais. Et nous retrouvons maintenant Christian Sainte. Je vous rappelle que pour parler de cette affaire du sarcophage, nous avons demandé à Christian Sainte, qui était à l'époque le patron de la brigade criminelle de Marseille, de nous rejoindre, ainsi que Denis Trocero, qu'on trouvera tout à l'heure, qui lui a suivi cette affaire pour son journal, La Provence. Et je redis que moi j'ai découvert le récit de Christian Sainte. J'ai trouvé, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire épouvantable, et on comprend pourquoi vous dites dès les premières lignes, Christian Sainte, de votre récit, que cette affaire vous a marqué à jamais. Alors vous disiez tout à l'heure que sur les révélations donc de ce Polonais pris finalement par une sorte de remords après la rixe qui vous avait fait vous intéresser à lui, il vous amène à l'adresse de ce fameux squat qui sont en fait les anciens bureaux de la Société des Eaux, quai de Rive-Neuve à Marseille. Alors l'immeuble évidemment est muré depuis des années, mais il est occupé par des squatteurs, des marginaux. Et quand vous arrivez sur place, il y a personne, hein, je crois. Alors oui, c'est assez étrange, parce que d'ailleurs c'est un immeuble qui est à l'époque une énorme bâtisse, directement sur le port, le vieux port de Marseille, qui est quand même le centre de vie de cette ville, et où des milliers de gens fréquentent et passent le long du port, sous les bateaux. Et du coup, c'est vrai que ça paraissait assez énorme. Et cette bâtisse, elle est abandonnée, elle est murée. C'est un local technique qu'on découvrira un peu plus tard, mais qui est complètement étanche, en tout cas visuellement, et qui a été muré des portes jusqu'aux fenêtres, et qui est en instance de démolition en attendant un futur projet immobilier. Et c'est vrai que dès le départ, donc à l'issue de cette audition dont je parlais tout à l'heure, nous nous rendons avec le groupe d'enquête directement sur place et l'identité judiciaire pour procéder aux premières constatations. Ouais, alors donc vous explorez l'endroit qui est évidemment jonché de débris qui marque donc la présence de gens qui ont habité là, en tout cas, ou qui habitent encore là depuis longtemps. Une télévision, des photographies, des canettes de bière, etc. Donc un lieu tout à fait sinistre. Et alors c'est dans ce décor-là, dans ce que vous appelez d'ailleurs dans votre texte une sorte de dépotoir nauséabond, c'est dans ce contexte-là que vous découvrez une pièce sans lumière, avec dans cette pièce une armoire métallique qui est couchée par terre, qui est remplie de ciment, et c'est pour ça que l'image du sarcophage vous vient tout de suite à la tête, en fait. Il faut bien imaginer la scène. On rentre par une porte latérale qui en réalité a été, comment dirais-je, forcée par les squatters. On rentre dans un bâtiment qui est un bâtiment industriel avec des pièces très importantes en bas, puisque ce sont des locaux techniques. Un escalier assez majestueux, j'ai envie de dire, principal, qui nous conduit aux étages supérieurs. Et effectivement, pas d'électricité, dans le noir, des gravats un petit peu partout, une scène de bâtiment qui a été abandonné depuis des années. Et effectivement, c'est un petit peu à tâtons qu'on monte ces étages pour identifier, en tout cas localiser la pièce qui plus tard va nous révéler la présence de cette armoire qui est couchée par terre, qu'on identifie d'ailleurs assez vite au fond quand on est sur place, parce qu'effectivement on voit la couche de ciment qui affleure. Voilà, exactement. Ouais, parce que le témoin avait parlé d'une armoire métallique remplie de ciment,
effectivement, il avait dit que cette jeune femme avait fini par être coulée dans le béton, quoi. Alors, vous allez, on passe les détails malheureusement terribles qui vous ont d'ailleurs bouleversé, hein, vous le dites vous-même, en découvrant le cadavre, parce qu'il a fallu attaquer le ciment à la pioche, etc. Donc, on va passer sur cette scène de film d'horreur, quoi, qui a bouleversé tous les policiers qui pourtant en ont vu d'autres, hein, en général. Oui. Et à partir de là, quand vous ressortez de cet enfer, il va y avoir, j'imagine, une autopsie. Enfin, vous allez avoir la confirmation que elle est morte 3 mois auparavant, quoi. Elle est peut-être restée prisonnière 3 mois dans ce lieu, quoi. En fait, si vous voulez, à partir du moment où on découvre, effectivement, avec mes collègues, on voit cette armoire par terre, on comprend que le discours, enfin le propos qui a été rapporté, le témoignage que nous avions enregistré prend corps. Effectivement, il y a une réalité et tout est vrai. Voilà. Donc déjà, si vous voulez, ce qui était inimaginable au départ devient une réalité. Je crois que là, déjà, on prend un premier électrochoc quelque part. Ouais. Ensuite, à partir du moment où on engage des recherches de police technique un petit peu approfondies, effectivement, se déroule l'autopsie. Et là, la jeune fille en question, la victime, avait notamment un tatouage, une tenue vestimentaire que nous retrouvons et on identifie parfaitement sur la base de la diffusion qui avait été faite par les services de gendarmerie dont parlait Denis Trocero tout à l'heure et qui nous permet sans ambiguïté d'identifier Stéphanie Juzac. Voilà, et alors après, il faudra essayer d'identifier les auteurs parce que vous dites c'est une scène, c'est pas la peine de chercher le mobile, quoi. Le mobile, c'est une sorte de sauvagerie. Il n'y a pas de mobile, en fait, quoi, dans cette affaire. C'est assez immonde, j'ai envie de dire, dans la barbarie humaine. Et c'est pour ça, je pense que, c'est ce que disait Denis tout à l'heure, on est tous ressortis très ébranlés de ces constatations parce que on imagine, et sans se tromper, tout ce qu'a pu supporter cette jeune femme. Et malheureusement, je veux dire, le pire, c'est ce qu'elle a vécu et enduré. Et franchement, quand on ressort de là, de ces locaux-là, on se dit, enfin moi c'est personnellement l'expression, enfin la réflexion que j'ai eue, elle a espéré mourir. Elle espérait, je pense, mourir le plus vite possible. Et malheureusement, les auditions qui ont eu lieu après derrière nous ont confortés dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au fond, même les auteurs ont dit, y compris pendant leur phase de garde à vue, qu'en fait, pour certains, pour se donner bonne conscience d'ailleurs, parce qu'au fond, il fallait abréger les souffrances de la victime, ce qui était quelque part une aberration, parce qu'ils n'ont rien fait, évidemment, pour la sauver, mais ils ont tout fait, au contraire, pour lui faire du mal. Bien sûr. Alors après, c'est quasiment un roman policier parce que vous allez essayer d'identifier les auteurs. Vous allez réussir d'ailleurs à identifier les auteurs. Il y en a un qui a un surnom, le renard, que vous allez finir par arrêter assez rapidement. Et puis un autre qui s'appelle je sais plus comment. En tout cas, vous allez l'arrêter 1 an après. Donc il va y avoir encore une enquête très longue. Non, c'était une enquête compliquée quand même. Il faut quand même le dire parce que autant l'identification de la victime a été assez rapide, il faut le reconnaître. D'ailleurs, l'enquête des gendarmes avait conduit déjà à Marseille par la téléphonie, par le suivi téléphonique de la victime et très honnêtement, on a rapidement compris très très vite que c'était bien de Stéphanie dont il s'agissait. Par contre, la difficulté, ça a été d'identifier les auteurs. Et on a affaire à une population qui est une population migrante, extrêmement instable, qui se déplace, avec des surnoms sur une communauté polonaise que nous ne connaissons pas forcément beaucoup. Voilà, très bien en tout cas. Voilà. Alors, on reviendra éventuellement là-dessus, mais ce serait très très long à raconter. Mais il y a vraiment un travail de police incroyable dans les milieux où on tourne des films pornographiques réalisés à Marseille. Vous allez aller dans des salles de sport ou le milieu de la boxe aussi, le milieu de la boxe parce que vous avez obtenu des informations. Et puis ce sont ces gens-là donc qui vont se retrouver devant une cour d'assises et Denis Trocero va nous raconter ces procès et l'attitude de ces auteurs qui vont essayer évidemment de minimiser leur participation au maximum, mais il s'avérera que ceux qui disaient vous savez j'ai presque rien fait étaient peut-être les pires des tortionnaires de Stéphanie Juzac. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire du sarcophage, donc, qui a profondément bouleversé toute la région marseillaise avec la disparition le 30 janvier 1998 de cette jeune femme qui travaillait comme serveuse dans un restaurant dont on a retrouvé le corps 6 mois plus tard dans les circonstances que Christian Sainte nous décrivait il y a un instant. Les enquêteurs de la crime de Marseille ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu, bien sûr. Et puis après, il y a le travail de fourmi, j'allais dire, de l'enquête policière qui, pendant des mois, voire des années, va se poursuivre pour identifier les auteurs et les déférer devant une cour d'assises. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Denis Trocero, le procès qui va condamner définitivement, c'est un procès en appel, a lieu en 2002, mais vous vous rendez évidemment, et vous rendez compte dans la Provence du premier procès. Comment vous découvrez à ce moment-là les auteurs qui sont dans le box, mais ils sont pas tous présents, hein? Non, effectivement, il en manque quelques-uns. Il y en a 3. Donc, a priori, il y a les rôles principaux. Hein. Ils ont tous des surnoms, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a le boxeur, Stupa, il y a le renard, il y a les dentés. Enfin bref, on se croirait dans un scénario de seconde zone. Mais très vite, on se rend compte qu'en fait, ce sont des personnalités sèches, des personnalités sans pitié, qui se sont dessinées de véritables têtes de bourreaux. Et surtout, ils ont pas inventé l'eau chaude, comme on dit à Marseille, où ils étaient, comme disait Malraux, bêtes et vides comme des cruchons sans bière. Mais je me souviens particulièrement d'une scène qui m'avait indigné, alors même que la demi-sœur de Stéphanie s'exprimait à la barre de la cour d'assises. Celui qui était présenté comme le meneur principal avait joué les indignés en quelque sorte, et ça avait fait bondir l'avocat général et le président. Il avait tenté de répliquer, il s'était affalé sur les fils qui séparent. C'était pas tout à fait un box en verre, c'était des fils qui séparaient le box de l'ancienne cour d'assises, qui avait rompu. Ça avait fait un pas possible. Le président l'avait expulsé. Enfin, on était dans un scénario un peu inversé où l'accusé joue l'indigné face à la victime ou aux proches de la victime qui s'exprime là-dessus. Et je me souviens notamment de l'avocat général Jules Pinelli, qui n'était pas connu pour être un accusateur froid et sans pitié, mais plutôt pour un homme d'une grande tempérance, qui leur avait dit vous êtes des monstres, vous n'avez d'homme que le nom, quoi. Et voilà, et c'était cette sécheresse face à qui avait vraiment transparu lors des débats de ces hommes dans le box face à la douleur de cette famille qui cherchait juste à comprendre, parce que ce qu'on n'a pas raconté, Jacques, c'est que en fait, dans le scénario sordide qu'ils ont imaginé, ils vont non seulement la violer, et elle va sans doute comprendre qu'elle va mourir, mais à un moment donné, ils vont lui mettre une cagoule autour de la tête et lui faire croire qu'ils vont enfin la libérer. Donc je pense qu'elle a vraiment cru qu'ils allaient la libérer, et pendant qu'ils lui mettent la cagoule, là, à ce moment-là, ils tendent une cordelette, et il y en a deux d'entre eux qui vont tirer sur la cordelette et la tuer. Et on apprendra, l'enquête ensuite va nous permettre même d'apprendre qu'ils ont fait la manche pour acheter le ciment qui servira à sceller le sarcophage en question, quoi. Donc, alors je sais pas si c'est le procureur auquel vous faites allusion qui a prononcé cette phrase, mais que j'ai retrouvé dans un de vos articles, qui en s'adressant aux accusés leur a dit: mais si vous aviez commis ce crime il y a quelques années, c'est votre tête qui aurait pu, vous risquiez votre tête, vous auriez été condamné à mort, quoi, en fait. Tout à fait, voilà. Donc ça a bouleversé tout le monde, évidemment les proches, évidemment le public, évidemment les policiers qui sont venus témoigner, et également les magistrats, quoi. Alors, vous avez suivi les deux procès. Bon, en 2002, ils sont condamnés définitivement. Il y en a donc 3 d'entre eux. 2 autres vont être condamnés en Pologne, devant un tribunal polonais. Alors ça fait 5. Et le 6e, il va y avoir un rebondissement en 2011, parce que l'un d'entre eux, qui n'avait pas été donc devant la justice, je crois c'est lui-même dénoncé à Hambourg, hein, c'est ça. Exactement. Il est pris d'un
mort, il se dénonce auprès de la police de Hambourg en Allemagne. C'est Darius Vanner, 34 ans, et alors lui il reconnaît le viol, mais pas pas l'assassinat, et donc lui il va être condamné qu'à une peine de 30 ans. Quoi. La cour a été plus indulgente. Elle a considéré qu'il avait fait une démarche. Sans doute on l'aurait jamais identifié s'il ne s'était pas dénoncé. Quoi. Donc, et alors il y a eu un 7e. Alors expliquez-moi, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'articles, et ils étaient combien alors les auteurs? À ma connaissance, il y en a un qui est mort lors d'une rixe. Donc alors je sais pas si c'est celui qui est à l'origine de la rixe qui permettra aux enquêteurs de marcher sur la piste du sarcophage en question. Et puis à l'époque on me disait, il me semble qu'il y en avait deux deux autres qui ont jamais été identifiés. Quoi. Donc, et en appel à Draguignan, ils ont pris à nouveau perpétuité, mais avec aussi des peines de sûreté, qui ont été légèrement accrues, et des peines de sûreté qui allaient jusqu'à 22 ans, je crois. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'un désastre total, d'une sauvagerie inimaginable, et voilà quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont assisté à ces procès sont ressortis de là très amers, quoi. Finalement, c'était vraiment. On a toujours envie de dire, c'est toujours injuste quand une victime perd la vie dans une situation comme celle-là, mais là c'était quelque chose de terrible, parce que tout le monde a vu la photo de cette jeune femme, quoi, et le désarroi de ses parents, quoi, en fait. Ce qui était choquant, en fait, qui était depuis le début de l'histoire, c'était cette confrontation permanente entre le vice et la vertu, entre une forme de violence inouïe et l'innocence de cette jeune fille qui était juste allée s'amuser, passer une soirée avec des copines dans une discothèque aixoise, quoi, qui s'est retrouvée au milieu d'un groupe de Polonais avinés, et qui se sont transformés en bourreaux, quoi. Voilà. Alors les avocats de la défense au procès se sont maintes fois retranchés derrière la dynamique de groupe, parce qu'évidemment ils se renvoyaient tous la balle pour dire que non, évidemment ils se contentaient de regarder et qu'ils n'ont pas participé à la chose, mais ça a été largement contredit par l'enquête. Jacques Pradel sur RTL. On retrouve maintenant Christian Sainte. Donc je rappelle, Christian Sainte, que vos fonctions actuelles, vous êtes le patron du 36, enfin de la PJ de Paris, mais vous dites vous-même dans ce texte que cette affaire ne vous a, enfin que d'ailleurs l'image de cette jeune femme ne vous a jamais quitté, quoi, finalement. Et effectivement, je voudrais qu'on parle, parce qu'on se pose la question, évidemment, les policiers font rarement état de leur émotion, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que à un moment, il y avait au moins 10 membres, je crois, voire plus de la criminelle de Marseille qui étaient sur le terrain. Enfin, il y avait vraiment un dispositif qui a concerné de très nombreux policiers. La vérité, c'est que effectivement, tout le monde est concerné. Les policiers sont dans leur fonction, mais sont aussi des hommes. Ils ont leur vécu, ils ont leur ressenti, et face à de tels actes de barbarie, c'est un petit peu ce que disait Denis tout à l'heure, on ne peut pas rester indifférent. Et il y a le côté professionnel. Évidemment, il s'agit d'identifier l'auteur de crime, c'est compliqué, il y a un jeu de pistes, des surnoms, une communauté qu'on ne connaît pas bien, des gens qui sont itinérants, mais au-delà de tout ça, c'est aussi de pouvoir, en tout cas c'est mon analyse, de pouvoir produire auprès des parents, des proches, de leur donner une réponse par rapport à leurs interrogations. Et ça passe nécessairement par une volonté d'identifier les auteurs. C'est juste ça. Voilà, c'est de pouvoir leur donner les moyens de pouvoir comprendre dans la mesure du possible les choses, y compris ce qui est inimaginable, c'est-à-dire de tels actes sordides et de violence humaine auxquels on n'aurait jamais pu penser, quoi. Voilà, c'est juste ça.
Oui, bien sûr. Et alors, évidemment, après, votre travail va continuer, quoi. Alors, d'une certaine manière, on est obligé de tourner la page, mais vous allez malheureusement, et vous le dites dans votre texte paru dans le livre de Jean-Marie Ponto, l'affaire de leur vie, vous dites, vous allez avoir encore plus tard une histoire terrible d'une femme morte dans une porcherie, tuée aussi par des sauvages, quoi. En fait, on peut dire ça comme ça. Vous n'avez jamais eu envie dans votre vie de policier à un moment de dire ça suffit là maintenant, voilà, tournons la page. Mais je vais vous dire à l'inverse, franchement, c'est ce qui donne du sens un peu à mon métier. Voilà. C'est pas beau évidemment, hein, parce qu'on travaille sur des affaires qui sont difficiles, vous voyez bien, et qui sont compliquées, qui sont insupportables par certains côtés. Mais en même temps, nous on est là pour apporter des réponses, on est là pour solutionner des enquêtes criminelles. On essaie de se réfugier derrière un côté technique finalement au fond, un peu comme un médecin qui de toute façon va faire tout ce qu'il faut pour sauver le patient et qui malheureusement quelquefois s'en échec et qui bien souvent va pouvoir apporter une bonne réponse. Et nous c'est la même chose. Et ce qui donne du sens à notre mission, c'est par rapport aux familles, par rapport aux victimes et par rapport à la société et par rapport à des prédateurs qui en tout cas peuvent récidiver, et d'apporter à la justice finalement ces individus qui doivent rendre compte un peu de leurs actes. Voilà, c'est juste ça. Vous avez témoigné vous-même ou vos collaborateurs au moment des procès? Alors pas cela, parce qu'effectivement moi entre-temps j'ai changé d'affectation, je suis parti ailleurs. Sont mes collègues et successeurs. Alors évidemment il y a le groupe qui a succédé, mais évidemment j'ai eu d'autres dossiers antérieurs sur lesquels j'ai témoigné aux assises. Et à chaque fois c'est le fait de de faire comprendre au jury l'importance de l'affaire, la sensibilité qu'il fallait apporter et la gravité des faits par rapport au jury et au regard des victimes et des familles de victimes qui sont autour de nous également. Oui, bien sûr. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué cette affaire. Je vous avoue qu'on a tous hésité. On a parlé à Jean-Marie Ponto, qui lui a considéré que dans le livre qui comporte alors 22 témoignages, parce que c'était 22 policiers qui témoignaient, 22 les flics. Bon, par hasard. Mais Jean-Marie lui-même, à qui je fais un petit clin d'œil ce soir, ne tenait même pas, à évoquer cette affaire. Parce que pour lui, évidemment, il pensait, parce que la famille de Stéphanie Juzac et tout, pour eux, c'était hier, évidemment. Bien sûr. Ils ne tourneront jamais la page. Donc, il faut leur dire aussi, et je leur dis, si ils écoutent l'émission ou si quelqu'un leur parle de cette émission, que tout le monde, vous, Denis Trocero, à qui je vais donner le mot de la fin dans un tout petit instant, et Jean-Marie Ponto, par exemple, tous, évidemment, ont eu beaucoup de peine pour la famille de cette malheureuse jeune femme. Voilà, je vous remercie. Permettez, oui, Jacques, je vous en prie. C'est juste pour effectivement ce message à la famille peut-être est important. Si cette affaire a retenu mon attention quelque part dans mon témoignage, c'est véritablement parce que nous avons tous partagé l'émotion, la peine, et on a mis tout notre cœur, et je peux vous le dire avec les équipes qui étaient les miennes, et notre compétence pour solutionner cette affaire et leur apporter la réponse qu'il fallait leur donner. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'en avoir témoigné ce soir dans notre émission. Merci Christian Sainte. Le mot de la fin, je me retourne vers vous, Denis Trocero, parce que j'ai relu, comme je vous l'ai dit, pour préparer l'émission, un certain nombre d'articles, et notamment les articles de la Provence, bien sûr. Les journalistes sont au contact des enquêteurs dans une affaire comme celle-là. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est sous votre plume que j'ai lu ça, mais en tout cas, il y a un journaliste qui a vu à la sortie du squat les enquêteurs de la brigade criminelle et vous disiez ils étaient blêmes. Oui, tout à fait, exactement. Ils étaient blêmes à la sortie du squat. Et je me souviens moi de la voix cassée de l'un des enquêteurs. Je me souviens plus si c'était un autre commissaire ou un commandant de la PJ, mais qui témoignait, qui s'y était repris à plusieurs fois et qui s'excusait
face à la cour, face au juré, de ne pouvoir dissimuler son émotion, quoi. C'est un peu notre lot, même si nous aussi journalistes, on est davantage observateurs qu'acteurs. Mais je dois dire que sur certaines affaires criminelles, même si on se dit qu'on est une personnalité extérieure et qu'on est là que pour raconter l'histoire, c'est parfois très difficile de faire abstraction de la douleur des victimes. On l'a bien compris. Il y a toujours une part de subjectivité qui fait que ça vous prend aux tripes et c'est parfois très difficile à vivre. Ça fait aussi de jolis papiers dans la presse écrite, mais c'est parfois très difficile à vivre. Je vous remercie beaucoup, Denis Trossero, d'avoir participé vous aussi à cette émission et on se retrouve demain à 20h sur RTL.